Bonjour. Aujourd'hui, la fiche de lecture est consacrée au Bossu, un roman qui occupe une place privilégiée dans mon cœur. Tout à la fois roman d'aventure, documentaire sur la vie en France pendant la Régence, il traite de la vengeance. De cette sombre et implacable vengeance qui frappe le coupable alors que celui-ci est au firmament de sa puissance, de sa richesse et de sa gloire. Cette vengeance qui devient alors vraiment un plat qui se mange froid, très très froid. Mais parlons d'abord de l'auteur. Paul Féval naquit à Rennes en 1816. Il était le cadet d'une famille de 5 enfants dont le père était originaire de Troyes, en Champagne, et était un magistrat profondément royaliste et profondément chrétien. À l'âge de 10 ans, le petit Paul Féval entre au Collège royal de Rennes, qui est devenu depuis le lycée Émile Zola. Son père meurt un an plus tard. Au plus fort des troubles révolutionnaires de 1830, alors qu'il n'a que 13 ans, il affiche au collège des opinions monarchistes, déclenche des bagarres et le proviseur lui prie d'aller se calmer à la campagne. Plus tard, en 1836, il obtient sa licence d'avocat mais abandonne très vite et va vivre à Paris chez un oncle dont il devient le commis. Il va commencer alors à proposer des œuvres, des romans plutôt réussis, et finit par écrire une œuvre très appréciée, intitulé Les Mystères de Londres. Le titre lui a été imposé par le directeur d'un journal qui voulait concurrencer Les Mystères de Paris d'Eugène Sue. Sa carrière est vraiment lancée. Paul Féval va signer près de 200 œuvres, dont de nombreux romans populaires, édités en feuilleton, et il connaîtra un succès considérable de son vivant, égalant Honoré de Balzac et Alexandre Dumas. Le Bossu n'apparaît qu'en 1857, sous le nom de Bossu ou le Petit Parisien. On est donc au milieu de la carrière de Paul Féval, et c'est donc une œuvre de maturité qui se passe dans une époque qu'il connaît bien, la fin de l'Ancien Régime. Le Bossu va être retravaillé plus tard par le fils, qui s'appelle également Paul, entre 1893 et 1933. En 1893 et 1933, Paul Féval, fils, signera plusieurs suites au Bossu, avant de retravailler la fin du roman paternel en rajoutant une troisième partie aux deux parties initiales. Intéressons-nous au Bossu original. L'œuvre originale qui s'articule en deux parties. Deux parties qu'on pourrait intituler Le Petit Parisien et l'autre partie La Vengeance. La première partie s'ouvre sur le Paris de 1699. Nous sommes à l'époque de la Régence. Ce sont des périodes de fête et de libertinage qui se situent entre les règnes de Louis XIV et de Louis XV. Philippe d'Orléans, le régent, a deux amis. Philippe, prince de Gonzague, l'une des plus grandes fortunes de France, et Philippe, duc de Nevers, élégant, breteur et le beau Philippe de Nevers. Parallèlement, nous faisons connaissance dans un Paris plus populaire du Petit Parisien, un certain Henri de Lagardère, et de ses deux maîtres d'armes, et un demi malgré tout, Cocardas et Passepoil. Le chevalier Henri de Lagardère est quasiment un adulte, mais c'est encore un adolescent. Pauvre, certes, mais issu de la noblesse, très doux à l'épée, c'est un jeune homme à l'esprit vif, volontiers frondeur et querelleur. C'est la fin de l'exposition. Et on découvre à ce moment-là que Philippe de Gonzague est amoureux d'Aurore de Clélus, la fille d'une vieille et prestigieuse famille. Hélas, on découvre aussi qu'Aurore est amoureuse, elle, de Philippe de Nevers, l'ami de Gonzague. Et pire, elle s'est secrètement mariée avec lui, et elle a eu une fille, également prénommée Aurore. Froid et calculateur, le prince de Gonzague, avec l'aide de son homme de main, Pérol, ourdit un complot contre son ami Nevers. Il est décidé à l'assassiner pour s'approprier la femme et la fortune. Il va donc faire recruter une poignée de spadassins et fait porter un mot à Nevers pour l'attirer au château de Clélus. C'est alors que nous découvrons que Cocardas et Passepoil, les amis de Lagardère, font partie de cette équipe de mercenaires, et qu'ils vantent, dès qu'ils l'apprennent, le nom de celui qu'ils doivent tuer. Ils éprouvent une certaine admiration pour Nevers. Ils vantent aussi sa botte secrète, que l'on dit imparable. Un seul homme pourrait en venir à bout, le chevalier Henri de Lagardère, qu'ils connaissent et qu'ils ont connu à Paris. Or, justement,
Voici Lagardère qui arrive, et qui découvre, lui, qui attend lui aussi Nevers pour un combat singulier. Écœuré d'apprendre ce qui se trame à son encontre, Lagardère prend le parti de Nevers et prend le parti de le prévenir. Il se voit alors confier Aurore et l'acte de naissance, prouvant que ce bébé est la fille du duc de Nevers et d'Aurore de Caylus. Lagardère et Nevers vont affronter seuls dans l'obscurité les hommes payés pour tuer le duc. Dans sa grande lâcheté et devant l'habileté des deux hommes, Gonzague frappe son cousin et ami, entre guillemets, de son épée dans le dos, le laissant pour mort au pied de Lagardère, qui jure de le venger. Lagardère parvient même à blesser la main de l'assassin, et alors qu'il emporte l'enfant dans ses bras, Lagardère déclare: qui que tu sois, la main gardera ma marque, je le reconnaîtrai. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi. La seconde partie commence 17 ans plus tard. Le prince Philippe de Gonzague est devenu le troisième personnage le plus important du royaume de France. Il habite désormais dans l'hôtel de Nevers, à Paris, qu'il a transformé intégralement en place de commerce. Il loue à prix d'or des emplacements pour des offices de change. Cocardas et Passepoil, qui ne s'étaient pas revus depuis l'assassinat de Nevers, se retrouvent par hasard lors d'une énième vente aux enchères, où le dernier lot disponible est racheté par un mystérieux bossu surnommé Ésope. Bien que marié à Aurore de Caylus, Gonzague ne peut adresser la parole à celle qui lui recluse dans le souvenir de son défunt mari, le duc de Nevers, et de sa fille qui lui ont été enlevés. Et il ne peut pas plus obtenir les biens du défunt. Et c'est pour cette dernière raison qu'il provoque un conseil de famille et fait entrer une jeune fille qui prétend être la fille de Nevers. En réalité, une Espagnole un peu gitane qui tient au secret. Mais contre toute attente, la mère, Aurore de Caylus, assiste au conseil et refuse de reconnaître sa prétendue fille. Et pire encore, elle dit qu'elle sait où elle se trouve. Rendu soupçonneux, Gonzague apprend que Lagardère et la fille de son cousin sont à Paris. Et mieux encore, Ésope le bossu prétend pouvoir l'aider à préparer l'enlèvement et il parvient à se faire inviter au bal du régent. Après mi-danger, menacé lui-même par le meurtrier du duc, le bossu redevient Lagardère, force le prince de Gonzague à se démasquer sous les yeux du régent et le tue en duel. Aurore, retrouvant sa mère et sa fortune, épouse son protecteur, Lagardère, élevé au titre de comte par le régent. Voilà pour le roman original. Il y a eu plusieurs adaptations du bossu. On retiendra le film de 1959 d'André Hunebelle, avec Jean Marais, Bourvil, Jean Le Poulain, François Chaumette. Probablement la version la plus connue. Elle m'a servi en partie à illustrer mon propos. Le film de Philippe de Broca en 1997 avec Daniel Auteuil, un étonnant Fabrice Lucchini en Gonzague et l'excellentissime Vincent Pérez en duc de Nevers. Mais ma version préférée reste la série télévisée de Lagardère, de 6 épisodes de 50 minutes, faite en 1967 avec Jean Piat, qui est vraiment très convaincant en Lagardère. Bien qu'elle intègre la version retravaillée par le fils de Paul Féval, qui avait rajouté, rappelons-le, une troisième partie, ce Lagardère-là est malgré tout très respectueux du roman original. Et on y porte un soin tout particulier aux situations décrites par Paul Féval père, au moins pendant les 2 premières parties. Et rien n'est plus plaisant que de voir Lagardère Jean Piat sourire à la caméra et dire « J'y suis ».